Bonjour et bienvenue sur Projet Libre, le podcast de LinuxFR qui parle de logiciels libres, de données ouvertes et de commun numérique. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi parce qu'on va parler d'un sujet, on va parler d'un logiciel sur lequel j'ai eu la chance duquel j'ai eu la chance de graviter il y a déjà 20 ans que j'ai suivi pendant un certain temps. Ce logiciel, il s'appelle OCS Inventory NG. Et aujourd'hui, pour parler de ce logiciel, de son histoire, d'où il en est et de la manière dont il évolue, j'ai avec moi 3 invités. J'ai Didier Liroulet, qui est le fondateur d'OCS Inventory. J'ai François-Xavier Guidet, qui est le fondateur de la société FactorFX. Et Gilles Dubois, qui est un développeur OCS et lead développeur chez FactorFX. Ravi d'être avec vous tous les trois. Bienvenue sur le podcast Projet Libre. J'espère que vous êtes bien, que tout va bien en ce mercredi 8 avril. Tout va très bien. Super. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Oui. Avant qu'on commence, pour les auditrices et les auditeurs, il se peut qu'on fasse référence à un logiciel qui s'appelle GLPI. Je vous invite donc à aller écouter, si vous le souhaitez, les épisodes 2 et 3 de la saison 2, où j'ai eu la chance de parler du logiciel GLPI avec tous les mainteneurs successifs. Je vous en dis pas plus. Voilà, si vous voulez, vous pouvez avoir des compléments là-bas. Alors, pour commencer, avant qu'on introduise OCS, on va commencer par introduire nos invités. Donc, je vais laisser la place au fondateur de OCS, Didier. Je dois dire que c'est un très très grand plaisir de te parler après toutes ces années, Didier. Vraiment, bienvenue sur le podcast. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire quand est-ce que tu as découvert le logiciel libre, s'il te plaît? Donc Didier Liroulet, je gravite dans le milieu de la sécurité informatique. Et en fait, j'ai découvert le logiciel libre à la faculté au milieu des années 90, donc où j'ai commencé à compiler moi-même mon premier noyau Linux à la mano à l'époque. Voilà, il n'y avait rien qui s'installait, donc il fallait tout compiler à la main sur une distribution Slackware à l'époque. L'éthique et les valeurs portées par le logiciel libre m'ont de suite séduit, et donc je suis toujours resté très proche du logiciel libre et j'essaie la majorité du temps de le promouvoir autant que faire se peut. Voilà. Donc toi, tu es le fondateur d'OCS, mais avant qu'on en dise plus, est-ce que tu es toujours actif dans le projet OCS? Je ne suis plus actif dans le projet OCS, je le suis toujours parce que c'est mon bébé, voilà, mais après plus de 15 ans à travailler dessus, voilà, la lassitude est arrivée, d'autres envies avec la famille, etc. Donc voilà, j'ai passé la main, et j'ai passé la main en de bonnes mains, comme on dit, avec FactorFX. On va en parler tout à l'heure. François-Xavier, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est François-Xavier. Je suis connu plutôt sous le nom d'FX. Puis je suis comme Didier, j'ai découvert avec une bande d'illuminés à l'UT de Saint-Malo en 1996. C'était au mois d'octobre-novembre. On s'est retrouvés à installer une Slackware. Et à côté de ça, c'est nos premiers émois avec le monde Linux, on va dire ça comme ça. Et puis ça, il y a presque 30 ans, c'est ça. Et on est resté amoureux du libre, de Linux, des communautés, et je gravite dans ce monde-là depuis aussi longtemps. Donc je vous laisse imaginer mon grand âge. Déjà, tu as parlé de Slackware, ça parlera pas aux plus jeunes. Gilles, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Gilles Dubois, donc on va dire que je suis dans le monde du développement et du libre depuis le collège, ce qui, mine de rien, est depuis beaucoup moins longtemps que Didier FX. J'ai beaucoup moins d'expérience à raconter, pour le coup. C'était juste avant tout par curiosité, puis j'aimais bien la mentalité. Au final, donc j'ai eu la chance de venir travailler dans une boîte qui porte ces valeurs-là, qui est FactorFX. Et en même temps, en fait, par la même occasion, j'ai pu prendre le développement du produit OCS en même temps. Donc voilà, beaucoup plus court et beaucoup plus succinct que les deux autres personnes. Non, mais j'ai reconnu que t'as pas connu le Slackware. Voilà. Alors, je sais ce que c'est, mais deux noms. Ok. Alors, première partie, je vous propose de présenter OCS. Et encore une fois, je pense que qui de mieux pour présenter OCS Inventory que son créateur. Alors Didier, est-ce que tu veux bien expliquer aux auditrices et aux auditeurs qui connaîtraient pas OCS à quoi ça sert, s'il te plaît? Eh bien, OCS, ça sert tout simplement à faire l'inventaire de son parc informatique de manière automatisée.
donc avec des agents qui sont déployés sur les machines et qui vont permettre de remonter la configuration de la machine avec tout ce qui est installé en termes de matériel, la RAM, les CPU, la capacité disque, les partitions, et également toute la partie logicielle avec tous les composants logiciels qui peuvent être installés sur la machine. Et fonctionnalités annexes également d'OCS depuis de nombreuses années, la possibilité de déployer des logiciels ou des scripts de configuration à distance sur les machines sans avoir besoin de se déplacer pour faire l'opération dessus. Voilà globalement ce que fait le logiciel. Et pourquoi tu as choisi le nom OCS? Qu'est-ce que ça veut dire OCS Inventory? OCS, à l'époque, on parlait beaucoup d'open, voilà, donc voilà, open c'était à la mode, voilà, donc OCS, ça veut dire Open Computer and Software Inventory, voilà, c'est ça, c'est le nom original, c'est pour ça que j'ai choisi ça, et voilà, pas beaucoup d'imagination, voilà, ça explique juste ce que fait le logiciel. À l'heure actuelle, on va dire que ce logiciel, il fait partie d'une famille de logiciels qu'on appelle les logiciels ITSM, IT Service Management. Donc à l'époque, quand tu l'as créé, ça n'existait pas. François-Xavier, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en quelques mots que l'ITSM? Comme tu l'as indiqué, ça va être capable de faire l'inventaire des ordinateurs, des équipements, du hardware, du software que vous allez retrouver dans les ordinateurs. Et au-delà de ça, c'est là où on va parler de GLPI, c'est de faire communiquer tout ça. Donc forcément, ton GLPI, il va te permettre d'ouvrir des tickets. Le ticket, c'est une personne, c'est un ordinateur, c'est un historique, c'est des logiciels, c'est des bases de connaissances, c'est des garanties, c'est du financier, c'est du stock. Et avec tous ces outils open, eh ben, ça te permet de gérer ce qu'on appelle l'ITSM. Alors moi, pour moi, ça paraît totalement évident parce que j'ai fait de la presta sur ces sujets-là, mais j'allais dire, pourquoi c'est important d'inventorier son matériel? Quelles sont les problématiques qu'on a derrière qui font que moi, par exemple, en tant que presta à l'époque, la première chose qu'on faisait quand on arrivait dans un parc hétérogène, c'était on faisait un inventaire, quoi. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important de savoir en fait si le parc que l'on détient va être en capacité d'absorber la dernière version du système d'exploitation qui arrive, qui va être en mesure également d'absorber la charge en termes de besoins des utilisateurs. Voilà, c'est important de savoir en fait de pouvoir avoir tout ça, tout cet inventaire pour pouvoir faire évoluer son parc en fonction des besoins et en fonction des exigences des utilisateurs et des logiciels qu'on va installer. Et il y a une des choses qui est encore plus compliquée à faire et qu'OCS fait depuis de très, très nombreuses années, c'est que c'est un outil qui fait de l'inventaire multiplateforme. Sur vraiment un très, très grand nombre, de plateformes, quoi. Déjà à l'époque, c'était enfin, on va reparler de la genèse après, mais déjà à l'époque, c'était une sacrée prouesse. En quoi c'est difficile de faire ça? En quoi c'est difficile, c'est que chaque OS a sa manière de référencer le matériel, a sa manière de référencer les logiciels, et donc il faut s'adapter à chaque OS en fait pour arriver à faire cet inventaire-là et à rassembler les informations de manière cohérente et de manière standardisée, uniformisée. Et en plus, ce qui est compliqué également, c'est d'avoir un inventaire qui soit à jour, c'est-à-dire que c'est bien de le faire une fois, mais il faut le faire régulièrement. Et il faut que sur des parcs importants, on soit en mesure de tenir la charge de ces inventaires réguliers et qu'on soit en mesure également de restituer ces informations-là de manière cohérente aux utilisateurs. OK, très bien. Gilles, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, non, c'est une très bonne description. Il y a effectivement cette notion de multiplateforme qui est super, enfin, qui est super importante et assez difficile à mettre en œuvre de par les différences de remontée. Ou même par exemple sur juste sans forcément sortir d'une seule plateforme, juste un Linux et même une seule distribution, au fil des années, va changer certains formats de fichiers, certaines modalités de remontée d'inventaire, ce qui va complexifier encore plus la remontée. Un des points clés, de l'inventaire et notamment de la technicité de l'inventaire, c'est notamment d'avoir quelque chose d'uniformisé à travers tous les OS. Parce que faire l'inventaire, multiplateforme, c'est une chose, mais si la donnée est pas exploitable de manière unifiée ensuite, dans l'application, ça la rend inexploitable, pour, des notions de conformité et autres, dont on pourra, j'imagine, un peu parler plus tard. Donc
pour s'assurer de la conformité de son parc. Et à l'heure actuelle, OCS, il est disponible sur combien de plateformes? Aujourd'hui, OCS, il est disponible donc sur les 3 plateformes principales de poste de travail et serveurs, hein, qui sont Windows, Linux et macOS. Donc que ce soit la branche Intel ou ARM, hein, pour Mac. Et après, à savoir si on parle de disponibilité, donc il y a la disponibilité des agents, mais il y a aussi la capacité de ce qu'on est capable de scanner globalement, parce qu'on fait aussi du scan réseau. Donc est-ce que ça rentre dedans? Donc ça, pour le coup, je dirais que non, mais en termes d'inventaire agent pur, on est sur ces 3 grosses plateformes, effectivement. Je me rappelle à l'époque avoir travaillé sur du Solaris, de l'AX, de la HPUX, ce genre de trucs, et ce sont des Unix qui, bon, maintenant je pense que c'est vraiment très 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 marginal, quoi. On en rencontre encore pas mal, puisqu'en fait on maintient des matrices de compatibilité justement exprès pour ces OS-là. Dans de l'industriel et tout ça, c'est des OS qu'on rencontre encore assez souvent. Je grossis le trait, hein, mais en mettant le Linux, ces OS étaient inclus du coup, tout ce qui est HPUX, Solaris. On va dire on a des niveaux de compatibilité sur ces OS-là. Eh ben passons, je vous propose de passer à la présentation, enfin à la genèse d'OCS. Et là, je vais laisser la parole à Didier. Ce que j'aimerais, Didier, c'est que tu nous expliques en quelle année naît OCS et pourquoi est-ce que tu décides de créer OCS? Ouais, la genèse d'OCS, en fait, c'est que moi, au départ, j'étais pas administrateur système. J'étais développeur. Je faisais du développement en fait sur des bibliothèques de cryptographie. Et puis, comme j'étais passionné par Linux et voilà que j'aimais bien ça, en fait, on m'a bombardé administrateur système. En plus de mon métier de développeur, donc bien évidemment. Et donc, j'ai essayé de me chercher tous les outils que j'arrivais à trouver pour me simplifier le travail. Donc voilà, j'ai mis du Nagios, j'ai mis du Cacti à l'époque. C'était les débuts de Nagios et Cacti pour la supervision du parc. Et puis j'avais ces besoins d'inventaire parce que je me tenais à la main mon classeur Excel à l'époque, hein. Bon, ben c'était pas terrible et j'ai cherché des solutions. La seule que j'ai trouvée en fait, qui répondait à mon besoin, c'était, enfin en partie à mon besoin, c'était un outil qui s'appelait Stils Inventory à l'époque. Voilà, qui était un petit agent qui était développé en Visual Basic et qui allait alimenter une base de données Access en direct. Voilà. Donc, sauf que il fallait installer le runtime VB, il fallait installer tout un tas de runtime pour le faire fonctionner, donc compliqué à déployer. Et je me suis dit, ben écoute, voilà, moi je fais du C++, le C++ ça marche partout. Voilà. Pourquoi pas faire un agent en C++ qui va faire la même chose. Et puis, s'il n'y a pas les composants pour accéder à la base de données, ça stocke ça dans des fichiers CSV et on les importera par la suite dans la base de données. Donc, c'est comme ça que c'est né. C'est né, si je me trompe pas, dans l'année 1999, où j'ai fait mon premier développement et j'ai publié la première version en open source courant de l'année 2000, si je me trompe pas. Voilà. Il y avait juste un agent Windows à l'époque, voilà, qui permettait d'alimenter une base de données Access. Et puis voilà, Access, bon, tout le monde l'a pas. On commençait à parler beaucoup de MySQL, donc j'ai dit autant passer sur du MySQL, faire une base compatible MySQL, donc voilà, porter la base Access sous MySQL. J'ai développé une interface graphique client lourd en C++, pareil, donc pour interroger la base MySQL. En plus de l'agent, commençait à y avoir les premiers utilisateurs qui sont arrivés et est arrivée la demande de faire un petit agent pour Linux. Donc voilà, pareil, j'avais commencé à bricoler un script shell sous Linux qui récupérait les informations, mettait ça en CSV. C'est aux alentours de 2003, par là, ça doit être 2003. Et en fait, tout ça, c'était pour me simplifier mon travail. Essentiellement, au début, étant donné que l'agent était tourné sur le monde de Windows, il y a eu pas mal d'utilisateurs qui étaient Windows, jusqu'à, en fait, si je ne me trompe pas, début de l'année 2005, où la gendarmerie nationale est venue taper à ma porte et m'a dit « On est super intéressé par ton outil, on aimerait contribuer ». On a fait un truc en plus, c'est qu'on a développé une partie serveur pour qu'au lieu d'avoir à importer des fichiers CSV, à synchroniser des fichiers CSV, on alimente automatiquement la base de données avec le protocole HTTP et une partie serveur. Et c'est comme ça en fait que OCS Inventory NG est né et s'est transformé donc est passé de OCS Inventory à OCS Inventory NG. J'ai commencé à bosser sur GLPI aux alentours de ces moments-là, quoi, 2005-2006.
mon collègue Gonéry, le boudeur, qui bossait avec moi, lui, il a commencé à bosser sur OCS à peu près en même temps que moi, quoi. Je pensais qu'on était arrivé plus tard. D'accord, ok, ça marche. Qu'est-ce que tu avais mis comme licence? J'ai choisi la licence du noyau Linux, donc GPLv2. Je me suis pas embêté. J'ai pas beaucoup réfléchi à la licence. Globalement, j'ai développé dans mon coin pendant 5 ans. Et tu publiais les sources, c'était quoi? Il y avait déjà SourceForge? C'était sur SourceForge, ouais. Je publiais sur SourceForge. Voilà, je publiais les sources et le paquet exécutable, les paquets d'installation, voilà, pour déployer le logiciel. Petit à petit, j'améliorais le logiciel parce qu'au début, donc sous Windows, à l'époque, c'était encore beaucoup de Windows 95, 98, voilà. Donc les fonctionnalités d'inventaire, enfin de listage du matériel sur ces systèmes-là, c'était pas terrible, donc il fallait même faire de l'assembleur pour récupérer les informations provenant du BIOS. Voilà, donc de l'assembleur, voilà, on touchait un petit peu à tout. Ça m'a permis de beaucoup apprendre en fait sur le système, que ce soit d'ailleurs le système Linux ou le système Windows. Voilà, ça m'a permis de beaucoup apprendre là-dessus et vraiment de monter en compétence là-dessus. Et voilà, j'ai pu après bénéficier de tout ce travail-là. Et c'est, je pense, les premiers déploiements sur des parcs de plusieurs centaines de PC sous Windows essentiellement, voilà, qui ont fait connaître l'outil. D'accord, c'est toi qui as écrit le premier agent Linux. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était la gendarmerie qui avait. Voilà, j'avais un script, mais comme je dis, voilà, il récupérait peu par rapport à aux travaux qui ont été faits par la gendarmerie derrière. Hein. Il mettait ça dans des fichiers CSV, donc après il fallait faire un SFTP pour le récupérer. Ok. Voilà. Donc c'était pas industrialisable à grande échelle. Avant qu'on passe sur la partie gendarmerie, ces toutes premières années, et tu as beaucoup de contacts, tu sais qui utilise, est-ce que tu vois qu'il y a de l'attraction? Et d'ailleurs aussi, comment est-ce que dans ces premières années, tu fais connaître le logiciel? Il y a déjà LinuxFR, par exemple. Enfin, quelle est la réaction en fait des gens? Est-ce qu'il y a une communauté qui se monte d'une manière ou d'une autre? Je ne fais aucune publicité, Ok. je ne participe à rien. Voilà, je développe. S'il y a des gens qui me proposent d'ajouter des fonctionnalités via le système de ticketing de SourceForge, voilà, je le prends, je le fais. Jusqu'à la gendarmerie, je n'ai pas beaucoup d'aide. Il y a un utilisateur qui est très impliqué, qui est du côté de Bordeaux. Alors je me rappelle plus son nom. Voilà, lui, il m'a beaucoup orienté sur les développements que je faisais parce que voilà, ça intéressait beaucoup. C'est une petite boîte qui faisait du service vers d'autres sociétés, une petite boîte d'informatique. Donc lui, il m'a beaucoup orienté sur les développements à mener. Mais voilà, très peu de contributions. J'ai essayé de pas mal de récupérer du code source qui était déjà réalisé quand ça existait, en laissant bien évidemment les copyrights à à leurs créateurs. Voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Juste vraiment, l'essor a eu lieu avec l'arrivée de la gendarmerie. Pour finir là-dessus, juste que je comprenne bien, ça a été développé sur ton temps professionnel? Non. Ah, tu le faisais à côté? Ah, d'accord. Le soir, chez moi. Voilà, le soir chez moi. Ok, d'accord. Pas développé sur mon temps professionnel, non, le soir chez moi. Par contre, après ce jeu, mon environnement professionnel était mon laboratoire de test. Peut-être que si tu veux, tout à l'heure, on y reviendra. Et essentiellement, au départ, l'outil a été connu essentiellement au départ dans le niveau français parce qu'effectivement, il était, même si je l'ai rédigé, je l'ai écrit en anglais au départ, en fait, de suite, je l'ai traduit en français. Voilà, les premiers retours importants ont été côté français. Ok. C'est très intéressant de t'écouter parler de ça, parce que moi, j'étais pas là et je connaissais pas toute l'histoire. Pendant que Didier était en train d'écrire la V1, on va dire, moi, j'étais prof à des gendarmes qui avaient un cursus de technicien, d'ingénieur, avec lequel je faisais du Linux, avec lequel je faisais du Windows, qui sont restés à la gendarmerie, que j'ai perdu de vue. Bon, on avait bien sympathisé à l'époque, mais moi, j'avais toujours un FactorFX, et à côté de ça, je donnais des cours. Et j'ai su, longtemps après, que cette fameuse équipe que tu connais très bien, Didier, ont dû t'appeler un jour pour te dire on a besoin de développer ton logiciel, enfin de comment ça avance, suivant qu'il y avait des charges que la gendarmerie avait eues. Qui c'était à l'époque? Parce que moi, je me rappelle, quand je suis arrivé, il y avait Pascal Danec. Pascal, Erwan Goalou, Pierre Lemay et le dernier, le quatrième de la bande. Il n'y avait pas le colonel Guimard à l'époque qui était leur chef, non? Non, moi j'ai eu très peu de contact avec le colonel Guimard.
Bon, bah, ça va nous revenir. Ça va nous revenir, ouais. Voilà, ok. C'est à cette époque-là que nous, on joint l'aventure. Alors, bah, justement, là, comment ça se passe? Donc, ils t'appellent, ils disent bonjour, on est à la gendarmerie nationale, on est tombé sur votre outil, ça nous intéresse, on voudrait collaborer. Alors, comment est-ce que vous faites comment ça se passe? Comment vous faites pour collaborer? D'abord, vous appelez, vous vous rencontrez En fait, ils m'ont envoyé un mail via SourceForge, ils m'ont envoyé un mail en disant voilà exactement ce que tu viens de dire. Et voilà, et ben, moi j'étais très surpris. En plus, je savais, ils ont même pas parlé de la gendarmerie. Ils ont dit voilà, on est intéressé pour participer dans l'outil. On a des idées. Voilà, on a fait un certain nombre de choses. Si tu veux, tu peux commencer à regarder voilà ce qu'on a commencé à publier. Ça s'appelait OCS for All, le petit développement qu'ils avaient commencé. Est-ce que ça t'intéresse qu'on se groupe et qu'on rejoigne le projet et qu'on participe au développement du projet? Et effectivement, donc moi j'étais très content de trouver quelqu'un qui allait m'aider. Et voilà, en plus 3 personnes, voilà, puisque voilà, à l'époque j'avais que les 3 personnes, Pascal, Erwan et puis je sais plus, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et on s'est rencontrés en présentiel à l'occasion d'une de mes visites sur Paris dans le cadre de mon boulot. Voilà, un soir, on s'est rencontrés, on s'est donné des rendez-vous autour d'une bière. On a discuté, le courant est bien passé. Et on a décidé ce soir-là, de renommer le logiciel au CSNG, voilà. Et eh ben voilà, de faire une feuille de route sur ce qu'on allait développer et comment. On a discuté jusqu'à point d'heure. Je crois que ce soir-là, je crois que je suis retourné au boulot sans m'être couché. la rencontre autour d'une bière et tout. Je pense que c'est un invariant. J'ai l'impression. Voilà. on a à peu près les mêmes trucs. Ok, donc voilà, donc ces premières années, donc là tu leur donnes des droits. Ça se passe comment? En fait, comment ça se passe? On crée un nouveau projet au CSNG. Donc le OCS Inventory existe toujours, voilà, mais il est ce qu'on dit, c'est que maintenant, voilà, on a mis un message en disant voilà, le code source est disponible pour ceux qui veulent. Il évoluera plus et c'est OCSNG qui prend la suite. Ok, dans ce projet, quand vous commencez, vous décidez de vous répartir d'une manière ou d'une autre les choses, ou moi, de mon historique, j'avais l'impression que tu t'occupais principalement de l'agent Windows. Oui, en fait, je me suis principalement occupé de l'agent Windows. Voilà, c'est parce que j'avais tout l'historique de la création de l'agent Windows et que ils trouvaient que c'était bien fait, que ça marchait bien. Voilà. Et après, je me suis également occupé de toute la partie intégration des briques dans un installeur sous la partie Linux. Voilà, l'installeur Script Shell qui existe encore, je crois en plus. Hein. Pendant 10 ans, j'ai maintenu cet installeur, voilà, en plus de l'agent Windows. Voilà. C'est vrai que sur la partie Linux, Pascal était très au fait et a pris en charge ce développement-là. Et Erwan s'est concentré sur l'interface web. Et c'est eux qui ont apporté la fonctionnalité de déploiement d'application. On est d'accord qu'au tout départ, toi, tu l'avais pas mis, t'avais pas ce besoin. Non, je l'avais pas mis. Alors j'avais le besoin, mais voilà, le développement était long. Et puis avec le fonctionnement que j'avais, qui était un fonctionnement sous le compte utilisateur, puisque en fait le logiciel était lancé, l'agent était lancé par le compte utilisateur quand il se connectait avec le script d'ouverture de session. C'était compliqué de faire de l'installation de logiciel. Donc je savais qu'il fallait que j'avais ce besoin-là, mais j'avais pas encore développé un service Windows comme on a pu le faire par la suite. Et sur ces premières années, on a d'un côté 3 personnes qui sont payées par la Gendarmerie nationale pour travailler, je suppose, à temps plein là-dessus. Et toi qui es à côté et qui fais ça sur ton temps libre, est-ce que ça pose des problèmes de gestion de la feuille de route? Enfin, comment est-ce que vous organisez là-dessus? Ou ça se trouve, ça roule bien Alors très franchement, je dois dire que ça a roulé. Il n'y a pas eu de tension ou quoi que ce soit sur cette partie-là. Étant donné que, en fait, le gros boulot quand même qu'il y a eu quand il y a eu la reprise, c'était de faire l'interface web. Alors moi j'avais commencé une petite interface en PHP voilà, qui était pas terrible, qui a été complètement refaite par Erwan. Voilà, donc il est reparti de zéro, Erwan, pour faire ça. Donc il y avait quand même beaucoup de boulot pour faire ça. Il y a eu toute la partie moteur de communication qui a été faite par Pascal. Voilà, par Pascal, le moteur de communication. Que rien que pour comprendre l'algo de découpage des paquets, de séquencement, de reformer les paquets, de hachage et tout ça. Oui, non, mais ça, c'est fou à l'époque. Hein.
Oui, non, mais ça s'est arrivé un petit peu plus tard. D'abord, il y a eu toute la partie uniquement inventaire, et après, quand on a mis en place le déploiement, là, en fait, j'ai posé des jours de congé, je suis monté à Paris, on s'est enfermé pendant 2 jours pour mettre en place le système de déploiement, voilà, et étudier comment on allait le faire. Sachant que, il faut quand même le dire, hein, côté gendarmerie, ils avaient déjà commencé à penser le truc, donc voilà, ils ont juste réussi à me convaincre que ça allait marcher. Ils sont arrivés avec un besoin qui est, on a plein de postes de gendarmerie qui sont sur des petites liaisons partout en France et en Outre-mer, etc. Faut qu'on déploie des logiciels sans écrouler le réseau. C'est le découpage, et puis la gendarmerie à l'époque avait la chance d'avoir au niveau départemental des proxys, et donc c'est les proxys qui faisaient office de cache pour les petits paquets et qui permettaient effectivement de limiter l'usage des liaisons, voilà. Et donc on s'est appuyé sur ce principe-là pour mettre en place le déploiement. C'était super novateur, hein. Franchement, je me rappelle que nous, quand on allait voir d'autres administrations ou d'autres sociétés, les gens ils étaient hyper intéressés parce que comment on déploie OpenOffice sur des périodes longues sans écrouler le réseau et tout. OCS, c'était vraiment hyper crédible à l'époque. Ok, vous commencez OCS Inventory NG. J'aimerais qu'on parle de la rencontre avec l'équipe de GLPI. Est-ce que tu peux nous expliquer, Didier, comment ça se passe? Dans quel cadre est-ce que c'est toi qui les contactes? Est-ce que c'est eux qui te contactent? Comment ça se passe, cette rencontre de ce qui deviendra une association assez fructueuse, finalement, de OCS plus GLPI pour les années à venir, quoi? Pour être franc, c'est la gendarmerie qui les contacte. Et donc, c'est l'équipe OCS à la gendarmerie, puisque c'est elle qui a géré toute cette partie-là, en fait, ITSM à la gendarmerie. Donc, c'est la gendarmerie qui les contacte, parce que, effectivement, OCS fait toute la partie inventaire automatisé, mais comme le disait si bien FX tout à l'heure, l'ITSM, c'est aussi la date d'achat, c'est le ticketing qui va autour, c'est etc. C'est toutes les imprimantes, etc. Tout ça, tout ce qui peut tourner autour, et tout ça, GLPI le fait très bien, mais de manière manuelle. Il faut tout rentrer manuellement. Et donc, en fait, la complémentarité entre les deux, elle est évidente. Et on s'est posé la question de savoir, est-ce que dans notre interface, on va développer ça alors qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait très bien à côté? Et on s'est dit, on a déjà du mal à développer correctement et à faire tout ce qu'on veut avec OCS, ça serait bien d'aller les voir. Voilà. La gendarmerie avait ce besoin-là, et qui est allé les voir, parce qu'effectivement, ça nous permettait de mettre en place, par un simple pont, les fonctionnalités qui manquaient à OCS pour faire un outil d'ITSM. Et effectivement, c'était une sacrée machine à mettre ça en place. C'était pas si évident de ça, de prendre 2 logiciels qui à la base étaient pas été développés forcément pour bosser ensemble et de faire en sorte qu'ils bossent ensemble. Il y a eu plein d'artefacts techniques, d'amélioration des deux côtés pour que ça marche bien, et ça marchait super bien. Franchement, c'était vraiment très impressionnant. Et ça a été, je pense, assez. Enfin, je sais pas quel est votre ressenti là-dessus, mais de mon côté, ça a été hyper bénéfique pour les deux projets, quoi. Ça a été très bénéfique pour les deux projets. Effectivement, pour moi, sur la partie France, ça a été un boost du projet OCS. Les premières versions d'OCS for All, d'OCS NG, ont rapidement eu beaucoup de succès à l'international. Quand on a commencé à afficher que sur le site web d'OCS que la gendarmerie le déployait sur 70 000 postes, ben en fait, on a eu quand même beaucoup de succès à l'international, un petit peu partout. La victoire au Trophée du Libre en 2006 aussi, ça a été une belle reconnaissance quand on l'a affiché. On a eu rapidement en fait beaucoup de déploiements, avec pour moi le point culminant qui a été en 2007 avec la Banco do Brasil, qui l'a déployé sur 250 000 devices, tout seul, sans aide extérieure, sans nous avoir... voilà, ils nous ont posé quelques questions sur le chat, mais ils ont fait ça tout seul, et en le déployant sur les automates de distribution de billets. Donc voilà, ça a été une belle récompense. Sur GLP aussi, il y a eu toujours une très forte communauté au Brésil, et je pense encore maintenant. C'était vraiment hyper fort, quoi. Et est-ce que quelqu'un a d'autres choses à rajouter sur toute la partie gendarmerie? C'est Franck Bourdeau, c'est quelqu'un aussi qui contribuait beaucoup à l'époque, un Didier. Franck Bourdeau, en fait, il est rentré sur le logiciel parce qu'il a connu à la CNAM, avec le déploiement de la CNAM. Et il est rentré, voilà, et en fait, pas que lui d'ailleurs, il est rentré avec, en même temps que 2 autres personnes qui ont été extrêmement actives sur les forums et qui nous ont permis de nous libérer justement du support sur les forums, dont Philippe Beaumont,
Et en fait, ils voulaient pas développer au départ, mais ils ont dit, nous, on sait répondre aux questions. Donc, ils ont commencé à répondre aux questions à notre place sur les forums. Et en fait, on les a intégrés comme ça dans l'équipe pour le support aux utilisateurs. Et je pense que ça aussi, ça a été quelque chose qui a été extrêmement important pour OCS. C'est que dès le tout début, on a mis beaucoup d'envie à répondre aux utilisateurs rapidement pour qu'ils puissent prendre en main le logiciel le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Et ça, le support aux utilisateurs via les forums principalement, ben voilà, ça a été, je pense, une de nos grandes forces. Pour expliquer une partie suivante, il faut que je fasse, enfin pas une aparté, mais j'explique mon cas personnel. Mon collègue de l'époque, Gonéry et Le Boudère et moi, on est employés par Atos. Un jour, notre chef, il vient nous voir et il nous dit, donc on travaille dans le centre open source d'Atos, et un jour, notre chef, il vient nous voir et nous dit, les amis, on a un contrat cadre avec l'assurance maladie et ils veulent déployer un outil d'inventaire et de gestion de parc. Les outils, ça s'appelle OCS Inventory. Nous, on ne connaît pas ces outils-là. Et donc, on commence à travailler sur le sujet. Donc, nous voilà à l'assurance maladie à travailler sur le sujet. Et nous, on est payé à plein temps pour faire ça et on se répartit les tâches. En gros, Gonéry, il connaît le Perl, donc il va travailler sur OCS. Moi, je connais un peu je connais le PHP, je connais LDAP, je vais travailler sur GLPI. C'est un peu globalement comme ça que ça s'est fait, quoi. Et donc, Gonéry commence à contribuer sur l'agent, réécrire une partie de l'agent Unix. Et donc voilà, donc en fait, il est lui aussi, en plus de la gendarmerie, il est lui aussi payé pour écrire du code, quoi. Ça, quand même, c'est à dire, c'est qu'à l'époque, moi, je travaillais à la CNAM. Voilà. Ah oui. Voilà, et que la CNAM n'a pas voulu que je bosse sur le déploiement de l'outil que j'ai créé à la CNAM. Voilà, mais bon, c'est une autre histoire. Un peu plus tard, c'est assez fou parce que je me rappelle qu'à un moment, on a levé le point quand même de dire non mais attendez, le créateur d'OCS, il travaille à la CNAM, genre pourquoi on fait pas travailler le créateur d'OCS pour déployer OCS à la CNAM? Donc bref, c'était assez surréaliste, je dois avouer. Et un tout petit peu plus tard, sont arrivées 2 autres personnes qui bossaient à l'assurance maladie, qui ont pas mal contribué au projet en global. Donc Nelly et Remy. Nelly et Remy, ouais. Voilà. Ouais. Remy Collet qui a beaucoup contribué sur la partie OCS, sur des parties assez techniques, sur du packaging, etc. Donc voilà, à travers ce projet-là, il s'est aussi passé des choses à travers ses contributions. Et Nelly Lasson, elle a pas mal contribué sur la partie GLPI et aussi. Voilà. Et puis il y avait un truc qui était important, c'était que de retrouver OCS, toutes les composants OCS dans les dépôts officiels des différentes distributions. Ouais. C'est ça. Ça, c'était juste énorme. Ouais. Remy, il a fait ça. Remy, il a fait ça pour sur toutes les distributions, et c'est vrai que c'était assez énorme de trouver les paquets. Tout ce qui était RPM, il avait fait tout ce qui était RPM. Ouais. Et même les DEB. Les points DEB, c'était Pierre Chifflier, alias Pollux. Remy, j'ai des souvenirs aussi qu'il a travaillé pas mal aussi sur des trucs très techniques de détection des écrans. Pareil, le fait qu'il fasse pas mal de C, ça a pas mal aidé. Enfin bref, en gros, il y a eu une émulation aussi à ce moment-là de gens qui ont commencé à travailler un peu plus avec toi et avec toutes les personnes de manière générale, quoi. Voilà. Avant qu'on attaque une partie qui me tient pas mal à cœur, j'aimerais qu'on parle un peu des grandes étapes du développement d'OCS. Est-ce que vous pouvez donner en quelques mots les étapes majeures du développement d'OCS ? Gilles, on t'a pas trop entendu. Est-ce que tu veux en parler un peu ou... Je pense que c'est plutôt à faire en 2 temps, c'est-à-dire Ok. que la première partie des grandes étapes du dev d'OCS, je pense que Didier va beaucoup mieux répondre que moi, notamment, je pense, au début de la 2.0, et je pense qu'après, je peux prendre le relais, je pense, sur cette partie-là. Avec plaisir. Didier ? En fait, les grandes étapes, effectivement, il y a eu la version 1.0, donc qui est sortie 2005, si mes souvenirs sont bons. Voilà, début 2005, elle a dû sortir, qui était en fait un agent monolithique qui n'était pas très bien codé, il faut le dire, parce que voilà, ça avait été fait à la va-vite et pas très bien, donc qui était peu évoluable, peu évolutif. Et l'agent Windows, c'était pareil, il était peu évolutif, donc difficile d'ajouter des fonctionnalités. Il fallait se creuser la tête dans le code pour aller ajouter des fonctionnalités. Et en fait, on a décidé, fin 2007, début 2008, un truc comme ça, de revoir le code des agents, parce que autant la partie serveur avait été bien étudiée, autant les agents, en fait, ils étaient pas très bien étudiés. Et là, c'est là que Gonéry est intervenu sur la partie agent Linux, où il a refondu le code de l'agent Linux pour le rendre beaucoup plus évolutif, et où moi j'ai entrepris une refonte complète également du code de l'agent Windows pour
pour le mettre sous forme de DLL où on pouvait ajouter des fonctionnalités en ajoutant des DLL, en ajoutant des plugins, etc. L'arrivée des plugins. Donc ça, c'est la version 2.0 qui est arrivée là. Voilà, ça a été les grandes évolutions qu'il y a eu globalement sur ces premières années. Et il y avait un sujet qu'on avait identifié, qui était la base de données, qui était assez limitée dans les évolutions possibles, où on voulait reprendre ça. Mais ça, c'est un boulot que Gilles a derrière apporté. On te laisse la main. Mon arrivée, moi, dans le projet OCS, elle se situe au niveau de un tout petit peu après la version 2. En fait, il y a eu une version 2.0 qui amenait à unifier pas mal de composants et notamment à ajouter la notion de plugin. Enfin, on va la caricaturer comme ça hein, dans l'application. Il y a eu une version 2.1 juste après qui a un petit peu stabilisé, mais qui n'a pas amené d'énormes évolutions jusqu'au moment où en fait on est arrivé peu ou prou au moment du changement de la transition de gouvernance vers FactorFX. Et moi, quand je suis arrivé, on était entre la 2.1 et la 2.2. Donc la 2.2, elle emmenait majoritairement une revisite un peu ergonomique de l'interface web. Il y avait peu de fonctionnalités côté agent. En termes d'interface, il y avait les petits boutons avec les petits logos de couleur pastel dans la 2.0 et dans la 2.1. Et en fait, on est passé sur quelque chose d'un peu plus sobre, un peu plus neutre, comme ça se faisait à l'époque en fait avec les applications web. Donc les menus en haut, globalement les barres de menus d'applications web qu'on voit aujourd'hui un peu partout hein, finalement. Donc on est un peu passé sur ce format-là. S'en est suivi pas mal d'évolutions. Donc en fait, on est passé au fur et à mesure sur des versions voilà 2.4, 2.5, 2.6 qui amenaient majoritairement des améliorations, mais sur la partie pas inventaire des agents, mais plutôt inventaire réseau, SNMP, conformité logicielle, conformité matérielle. En fait, on a mis l'accent plutôt sur l'exploitation des données que sur les agents, qui étaient une très bonne base. Il y a eu quelques évolutions, notamment au niveau de l'agent Windows. Typiquement, voilà, la prise en charge des PowerShell pour les plugins qui avant n'étaient que des DLL, par exemple. Enfin, il y a eu des petites choses comme ça, mais c'était vraiment du petit incrémental. Arrivé globalement la version 2.6, 2.7 où en fait, je pense que je vais un peu partir sur les plates-bandes d'autres sujets. Globalement, on se rendait compte que OCS, dans l'état actuel des choses, ne nous permettait pas d'amener certaines fonctionnalités ou notre vision au niveau de l'inventaire, et notamment vis-à-vis donc de pas mal de critères cumulés, c'est-à-dire les retours des clients FactorFX intégrés, des retours de la communauté et même de notre vision à nous en tant que les nouveaux entre guillemets les nouveaux développeurs du produit. Et c'est là où a germé l'idée de repasser un peu finalement comme le passage de la 1 à la 2 qui a été fait à l'époque, de passer un jour vers une 3 qui du coup, elle, amènerait de nouvelles fonctionnalités. On a laissé germer cette idée-là parce que mine de rien, au vu de l'assise qu'OCS avait, c'était pas forcément évident de se dire on refond un mastodonte de cette taille-là qui est utilisé par beaucoup de monde. Donc on a continué à développer sur cette branche 2 hein, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2.12. Mais en parallèle, on a commencé de notre côté également à travailler sur une grosse évolution assez majeure de l'outil qui est une évolution technique, technologique, parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes stacks technologiques qu'aujourd'hui, dans l'optique de pousser la réécriture avec également une nouvelle proposition sur l'inventaire pour répondre en fait aujourd'hui aux contraintes que les utilisateurs vont rencontrer dans l'optique de faire l'inventaire d'un SI, qui aujourd'hui, en fait, contrairement à quelques années, ne se limite plus juste à l'inventaire des postes ou l'inventaire des serveurs ou de quelques éléments réseau, mais prend une autre dimension finalement dans le SI. Je m'aperçois qu'il y a un truc là quand tu parles qu'on n'a pas dit, c'est que il faut vraiment le dire. OCS, c'est vraiment à la fois un logiciel historique, mais c'est vraiment un logiciel qui est hyper connu et hyper utilisé, quoi. Genre, il y a eu des formations dessus. Enfin, genre, c'est un logiciel de base, quoi. Quand tu dis qu'on a du mal à le faire évoluer, il faut que les gens ils se rendent compte qu'effectivement, c'est utilisé par beaucoup de gens, en fait, ce logiciel. Complètement, hein, c'est un outil aujourd'hui dans la branche actuellement, donc dans la branche 2, en fait, c'est un outil qui répond à énormément de besoins, qui va vers de la conformité au sens sécurité aussi. Cet ajout de fonctionnalité au fil des années amène un outil qui est très cohérent encore aujourd'hui. Là où on pourrait voir une concurrence, par exemple, tu as mentionné les outils de configuration, de gestion de configuration. En fait, par exemple, ces outils-là, mine de rien, on se rend compte qu'on est souvent mis à côté
de ces outils, parce que même si au final les outils de configuration font aussi de l'inventaire, ils vont pas faire exactement le même niveau dans l'analyse et dans on va dire creuser le détail au niveau des systèmes, dans le sens où l'inconvénient d'OCS qu'on disait qui est d'être un peu dur de le faire bouger parce que forcément il existe depuis tellement longtemps que chaque décision doit être prise avec énormément de considération. Au final, ça nous amène aussi une force, c'est-à-dire que le système d'inventaire, lui, a évolué pendant des dizaines d'années et on inventorie énormément d'éléments. Presque tout ce qui peut être envisagé sur un poste en termes d'inventaire, OCS peut le faire aujourd'hui de manière détournée ou native par le biais d'extensions. Et alors, le découvreur d'informations à aller chercher, c'est le 4e larron dont j'avais oublié le nom, c'est Emmanuel Guigori. Ah, bah oui, bien sûr. Ok. Et je pense que la longévité aussi du soft fait que demande d'utilisation sous forme de plugin de la source de vérité du logiciel et du hardware ont fait que on a des plugins, mais des plugins complètement incroyables pour aller faire de l'inventaire d'AWS ou faire de l'inventaire de Vim, d'Azure, pour mesurer la consommation électrique, qu'on croise avec les histoires de RSE. Enfin, on a des use cases qui sont juste incroyables. On a de l'OCS dans des distributeurs de nourriture. Enfin, il y a de l'OCS dans plein de trucs partout. L'empreinte est tellement faible et ça marche tellement bien. C'est tellement bien fait, bien foutu, bien codé, tout simple. Ça fait le job, mais ça a sauvé plein de situations compliquées, en fait. C'est ça qui est absolument fabuleux et qui bouge pas depuis 20 ans, en fait. Je pense à c'est une petite anecdote plutôt personnelle avec un utilisateur d'OCS où en fait OCS était installé dans l'entreprise mais dans l'optique de faire de l'inventaire et pas de la rémédiation, et en fait leur outil de rémédiation a complètement capoté un moment super important parce que c'était lié à une rémédiation sur des failles de sécurité cumulées à de la licence et tout. Enfin, c'était vraiment le pot de pu entre guillemets que n'importe quel software asset manager pourrait, clairement, ça lui donnerait des cauchemars. Et au final, l'outil de rémédiation avait pas fonctionné et c'est OCS, en fait, qui avait pu prendre le relais pour justement permettre la rémédiation et le fait d'inventorier cet élément qui était pas du tout dans le cadre d'OCS puisque c'était pas du tout pour ça qu'il l'utilisait. C'est effectivement un outil qui est très adaptable et qui est vachement stable. C'est d'ailleurs ça qui est assez flagrant, c'est que la plupart des gens qui utilisent la solution reviennent très rarement vers nous, sauf des cas particuliers, par exemple des cas d'industrialisation, des choses comme ça qui sont un petit peu plus complexes à gérer des automates, des choses comme ça qui sont pas forcément évidents parce que c'est très obscur à inventorier. Mais dans la majorité des cas, oui, tu cliques et ça marche et l'application elle est stable sur la durée. Le symptôme, c'est qu'en fait, très souvent, en fait, on s'aperçoit que les gens, ils ont installé une version et puis ils l'utilisent et ils ont oublié qu'il fallait la faire évoluer. Donc ils se retrouvent avec une version antidiluvienne qui rend toujours les mêmes services et ils en sont très contents. Voilà. J'ai moi-même un souvenir personnel. Mes collègues de bureau, ils travaillaient sur le desktop Linux de l'Assemblée nationale il y a bien longtemps. Puis un jour, mon collègue, je sais plus ce qu'il fait, mais en gros, il pète APT, quoi. Il pète le système de packaging. Ah putain, c'est la merde et tout. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a OCS et on se dit, bon, attends, on va redéployer les fixes qui vont bien avec OCS, quoi. Et ça nous a sauvé la vie ce jour-là, je crois. L'heure tourne. Il reste deux gros sujets dont il faut qu'on parle, même plusieurs d'ailleurs. Il y en a un dont j'aimerais vraiment qu'on parle parce que maintenant c'est un sujet qui date de 2011, donc c'est assez ancien. On a tous de recul là-dessus. Je voudrais qu'on parle du fork d'OCS. Là, je vais redonner un peu de contexte. Après, je vous laisse si vous voulez redonner du contexte parce que Didier t'étais là. Là, il y a des prestataires de services qui font du service autour de OCS et GLPI. Mes collègues, eux, ils bossent pas mal sur OCS, etc. Moi, je bosse pas mal sur GLPI. Et puis, il y a une autre personne aussi dans la communauté qui s'appelle David Durieux aussi, qui commence à développer un agent d'inventaire réseau, donc sans installer de choses sur les postes de travail, qui remonte pas les informations dans OCS, mais qui remonte les informations dans GLPI. Et on fait de la prestation, et en fait, nous, notre vision de la chose à l'époque, c'est que il faudrait remonter plus d'infos, et il faudrait que les infos remontent dans GLPI, qu'on gère tout dans GLPI. Et puis Gonéry, bref, il a plein d'autres idées. Il a entre autres l'idée de se dire, en fait, on devrait faire un agent que en Perl pour faciliter les choses. Et alors, de ma lecture des choses, mais j'aimerais bien la vôtre, surtout que maintenant, ça fait quand même vachement longtemps,
C'est pas qu'on s'entendait pas, je pense que tout le monde était assez grand pour se parler et tout ça, c'est juste qu'en fait la vision était très différente des choses et qu'à un moment il a été finalement beaucoup plus simple d'aller forquer OCS, donc sur la partie agent, forquer OCS pour faire Fusion Inventory qui était un autre projet et qui finalement a vécu sa vie à côté juste parce que la vision de ce que vous vouliez faire équipe d'OCS et la vision de ce que cette équipe-là voulait faire était pas la même de la chose, quoi. Voilà. Tout à fait, mais en fait c'était ça et en fait ce qui a provoqué le fork, c'est le fait de dire on va alimenter directement GLPI. Ouais. Parce que en fait nous côté OCS, enfin voilà, côté branche historique et OCS, on va dire, on savait et on avait une base installée qui utilisait GLPI, oui, mais c'était un peu moins de la moitié du parc installé qui utilisait GLPI. Et donc on a dit, on va pas forcer les gens à installer GLPI s'ils n'en ont pas besoin. S'ils avaient eu besoin de l'installer, ils l'auraient installé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'outil tel qu'il est leur suffit. Et deuxièmement, l'agent tel qu'il était, il était intégré à l'époque dans d'autres outils, dans Ruder par exemple, c'était l'agent d'inventaire de Ruder également qui était intégré tel quel. Voilà. Donc on a dit, on ne veut pas se lier à GLPI parce qu'aujourd'hui notre base installée n'utilise pas systématiquement GLPI. Donc c'est ça qui a provoqué, entre guillemets, qui a provoqué le fork. Et puis après, je pense qu'il y avait également que inimitiés entre certaines personnes qui font que voilà, ça s'est passé comme ça. Alors ça a été un bien ou un mal, ça, voilà, ça je sais pas. Mais en tout cas, voilà, les deux projets ont continué, ont fait leur bout de chemin et continuent d'exister. Donc ça prouve que dans tous les cas, c'était pas une mauvaise chose au final. Moi, de mon point de vue, en fait, on avait une vision, je vais pas dire biaisée de la chose, mais on avait une vision de prestataire de service qui faisait de la prestation tous les jours avec OCS et GLPI. Et donc, en fait, notre vision, elle était vue par ce prisme-là. Finalement, on avait ça. C'est pas moi qui ai pris la décision de forquer le truc, mais j'étais là dans toutes les réunions en 2011, lancement du projet et tout. Mais la vision qu'on avait était pas du tout la même. Les inimitiés, je dirais que peut-être qu'on n'a pas assez bu de bière tous ensemble, tout simplement. Oui, peut-être, oui. Certainement. L'écrit arrange certainement pas les choses aussi beaucoup. Oui. Et puis aussi, je pense qu'il y avait aussi peut-être des envies effectivement différentes de techniques et que finalement, voilà. Donc, mais comment est-ce que vous l'avez vécu Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on n'en parle jamais quand les gens ils parlent de fork. Comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que projet qui vous êtes fait forker C'était quoi à cette époque votre état d'esprit? Je vais dire qu'on n'était pas très content, hein, voilà, que ça se passe comme ça. On n'a pas trop apprécié sur le moment. Comme je disais, on n'avait pas la même vision technologique, on n'avait pas le même ressenti. Et en fait, on avait ouvert le projet aux contributions avec des droits élevés quand même aussi à certaines personnes. Et le fait qu'elle forque, on a un peu vécu ça, je dirais, comme une trahison. Faut pas s'en cacher, hein, voilà. À ce moment-là, ça a été vécu comme ça. À y réfléchir derrière, c'est des choses, c'est le monde de l'open source, c'est normal. L'open source est fait pour ça, l'open source est fait pour forquer des projets, l'open source est fait pour évoluer. La réaction sur le moment, voilà, c'était peut-être pas la bonne non plus. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de forks où ça se passe comme ça. Mais finalement, du côté Fusion Inventory, à l'époque, c'était un peu, l'excitation, forcément. Je vais faire un truc que je fais pas habituellement. Je vais donner mon avis sur la situation. Habituellement, je fais pas ça, mais pour avoir vécu le truc de près et avec toutes ces années de recul, et bien entendu, c'est que mon avis, c'est pas l'avis des autres personnes qui ont travaillé sur Fusion Inventory. Moi, je vois ça comme une vraie occasion manquée. Il n'y avait pas vraiment de gestion de projet. On n'avait jamais géré un produit. Maintenant que je bosse dans des boîtes avec des équipes produits, je vois qu'on était complètement à côté de la plaque. On a manqué le coche. D'ailleurs, Julien et Jean-Mathieu de GLPI, après, m'en ont reparlé beaucoup plus tard en me disant « Mais pourquoi vous n'avez pas directement fait le truc dans GLPI, quoi ?» Je pense qu'on a complètement loupé le coche à l'époque et que il y avait une occasion de faire ce pourquoi on devait le faire, c'est-à-dire intégrer tout dans GLPI et qu'on l'a pas fait. Et que ça a été réécrit plein de fois et qu'en fait, finalement... ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner, quoi. Voilà. Bon, après, c'est mon avis, je pense que chacun aura son avis, quoi. Mais voilà, c'est intéressant parce que comment les mainteneurs, ils voient les gens qui partent forquer un projet, quoi. C'est un déchirement quelque part, quoi. C'est difficile d'admettre que des gens puissent, entre guillemets, penser différemment et qu'on ne sache pas trouver un terrain d'entente.
Erwan, qui était là à l'époque, a donné une conférence il y a quelques années à Open Source Experience. Malheureusement, elle n'était pas filmée. J'ai pu rediscuter avec lui et lui disait que finalement, c'était un mal pour un bien. Parce que, au fait, quand tu fais ça, ça te force aussi à faire un peu d'introspection, quoi. Oui, on s'est remis en question aussi. Hein, voilà. Oui, on s'est remis en question sur la gouvernance, là où on voulait aller. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est à la suite de ça qu'on a organisé nos premières rencontres OCS et entre guillemets, ça a peut-être aussi redonné un coup de boost au projet. Je rebondis sur le mot que tu as dit tout à l'heure, il y a 5 minutes, transition. Je voudrais maintenant, dans cette prochaine partie, qu'on parle des transitions de la différentes gouvernances. Donc, on voit qu'au tout départ, ce que tu racontais, Didier, c'est que tu es tout seul. Après, vous recréez un projet avec l'équipe de la Gendarmerie nationale. Et maintenant, le projet est soutenu par une société, quoi. Alors, j'aimerais que vous puissiez revenir sur ces transitions et nous expliquer, est-ce que ces transitions, elles étaient préparées? Est-ce que ça s'est fait en douceur? Et aussi, qu'est-ce que ça fait quand, vu de votre point de vue, quand on change les mainteneurs du projet, quoi? Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça fait sur le projet, quoi? François-Xavier, peut-être? Ce qui s'est passé, donc moi j'étais en contact avec les gars de la gendarmerie, je suis resté en contact avec eux. Nous, on était prestataires, on était intégrateurs de solutions libres à l'époque, de toutes solutions libres. On nous demandait de temps en temps de monter de l'OCS, du GLPI. Et assez souvent, donc dès qu'il y avait un peu d'OCS à faire, je disais à mes potes de la communauté, et puis il y avait des échanges qui se créaient. Et dès qu'on a embauché des développeurs chez FactorFX, le passage obligé, c'était de faire de l'OCS. Et au début, les petits gars de chez FactorFX, les développeurs, ils discutaient avec les mecs de la communauté. Et puis petit à petit, ça s'est passé comme ça. Hein, Didier, je pense que c'est la réalité. Nous, en tant que société, quand il fallait mettre un petit coup de pouce à la communauté sur un PC, sur un déplacement, on le faisait. On jouait le jeu. Enfin, je pense qu'on jouait le jeu. Et naturellement, comme disait Didier, il y a la vie fait que les gars historiques, ils ont envie de faire autre chose. Que nous, on était clairement identifiés comme un vrai intégrateur et contributeur d'OCS. Et petit à petit, le passage de flambeau s'est fait, je pense, assez naturellement. Très naturellement. En amenant toutes les garanties, la preuve en est qu'aujourd'hui, c'est que la licence n'a pas bougé d'un iota. On n'a pas coupé la communauté. On a monté une offre de service autour pour bien faire fonctionner le sujet. Et entre Gilles, que vous avez là autour du micro, et Didier, on a eu une bonne dizaine de personnes de FactorFX, je pense, ont contribué directement ou indirectement sur la roadmap, sur les échanges. Je pense que demain, si Gilles se pose des questions, il peut très bien appeler Didier pour un sujet. Didier, il sera content de lui répondre. Et on avait encore Erwan dans notre giron il y a pas si longtemps que ça. Je trouve que c'est une super histoire. C'est un modèle d'open source quasiment d'une génération d'écart qui a passé le bébé, avec un relais d'une association à du privé. Et ça peut fonctionner avec des vieux qui passent le truc aux jeunes, et ça peut fonctionner. Des admins et qui passent aussi à des devs, avec les changements de technologie dans le développement. Enfin, c'est quand même le projet type qu'on peut qu'admirer, du début jusqu'à la fin. Alors, je suis peut-être pas vraiment objectif, mais globalement, il n'y a plus beaucoup de couacs. C'est ça le truc. Ouais. Le passage a été très transparent et c'est fait vraiment dans la douceur. Et là, donc côté OCS historique entre guillemets, je vais dire qu'on a essayé de monter une offre commerciale autour, mais on était des techos et absolument pas des commerciaux, donc ça fait un gros flop. Voilà. Mais c'est-à-dire que tu avais monté une boîte? Ouais, on avait monté une boîte qui s'appelait OCSinventoryng.com. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Pour faire du support sur le sujet, voilà, ça a duré, je sais pas, 1 an et demi, voilà. En fait, ce qui nous intéressait, c'était la technique et pas trop le reste. Et faire du support sans aller chercher les clients pour faire du support, tu fais pas grand-chose comme recette. Et on voulait pas lâcher entre guillemets nos jobs pour se concentrer uniquement à ça, donc ça n'a pas marché. Et effectivement derrière, après cet épisode-là, il y a FX qui est arrivé, qui a commencé à être très impliqué dans la communauté. Et le transfert s'est fait de manière très très transparente, très très fluide. Voilà, ça s'est conclu à Granville, un long week-end, Voilà, autour d'une bière, encore une fois.
Et il y a toujours l'association OCS Inventory qui existe. Ouais. Il doit avoir 200 € sur son compte, mais qu'on maintient. Et petit à petit, voilà, l'association existe toujours, elle est ouverte, elle est publique. Et à côté de ça, il y a la boîte qui vend du service, qui a les développeurs, qui fait vivre le projet, qui répond aux demandes, etc., etc. On passe d'un modèle 100% communautaire à un modèle où c'est une société qui soutient le développement et votre modèle économique, c'est le service. C'est-à-dire, c'est pas de l'open core, il n'y a pas une partie... Il y a une offre de service avec du support, de la formation. On peut faire du développement quand il y a des features qui sont un peu spécifiques. On les met sur le dessus du tas, on va dire. Elles sont forcément open source, évidemment avec la validation du client. Mais les deux, la version qui est installée et supportée, c'est exactement la même. Il n'y a aucune différence. Et la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre ce soft qui continue d'exister en tant que 100% open et d'avoir un modèle économique où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 développeurs dessus. C'est ça le vrai sujet. Mais c'est assez intéressant pour le coup, dans le sens où effectivement dans le produit en tant que tel, on essaye vraiment de faire une documentation complète, d'avoir des définitions du code, tout vraiment 100% open, et pas avoir même d'extension qui serait je sais pas, derrière une souscription ou quelque chose comme ça. Et au final, on se retrouve avec effectivement que de l'expertise et du service. On essaye vraiment de garder cette philosophie-là. Donc, il y a aussi, même au niveau de certains développements, par exemple, quand quelqu'un va venir nous demander un développement, c'est déjà arrivé. Typiquement, le plugin Azure sur OCS, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est un client qui a payé le développement initialement, et en fait, on lui a facturé qu'une partie du développement, et le reste a été développé en mode open, en fait. Donc il y a aussi quelque chose où on essaye de faire interagir, je sais pas si je le dis très bien, Fix, tu peux me reprendre, hein, mais on essaye de faire interagir en fait les clients qui vont financièrement soutenir l'application, la pérennité, et les développeurs pour forcément payer les salaires et tout ça, avec du coup la communauté, et redonner des fonctionnalités à la communauté. Même au niveau typiquement de la documentation, on fait en sorte qu'il n'y ait pas... Alors, la documentation d'OCS, voilà, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans la documentation, et qu'il n'y ait pas des zones peu documentées qui amènent forcément vers le fait, on n'a pas le choix de contacter l'éditeur parce que c'est pas expliqué, c'est expliqué nulle part. Attends, il y a un truc que je voudrais bien comprendre. FactorFX, votre but, c'est de faire de l'OCS, et c'est les prestations qui travaillent sur OCS, enfin qui développent OCS, ou est-ce que vous êtes une société, vous avez un certain nombre de services que vous proposez en dehors d'OCS, et ce qui fait qu'en fait finalement les développeurs ils sont payés et les personnes qui font l'intégration, etc., ils sont payés sur toutes les prestations que vous faites, et celles-ci comprennent OCS dans la... Tout à fait. Voilà, ok. On a un intégrateur, en ce moment on fait beaucoup de Proxmox, on fait beaucoup de Bluemine, on est reconnu pour ça. Et à la fois, on est éditeur et intégrateur d'OCS. Mais on n'est pas Proxmox, on n'est pas éditeur, Bluemine, on n'est pas éditeur. On est des gros intégrateurs, mais on n'est pas éditeur. Là où on a effectivement un truc spécifique, c'est que pour OCS, on est à la fois éditeur et intégrateur. Mais il y a plein d'intégrateurs d'OCS qui le font très bien, hein, c'est pas le sujet. On finance aussi le développement d'OCS par le financier qui arrive de l'autre côté, bien évidemment. Je ne vais pas dire que ça ne pourrait pas tenir debout, mais ça serait juste. En fait, faut être honnête. Chacun peut avoir un modèle différent. Tu peux le financer via des souscriptions, comme le font pas mal de sociétés. Tu peux le financer comme ça, comme on est une société de service, on a un certain portfolio, et dans tout ça, finalement, ça nous donne du temps pour payer nos développeurs en partie à travailler là-dessus. Enfin, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer la diversité du monde, quoi. On a un deal historique avec les gens d'OCS. Le canal historique, c'est qu'on ne change pas les licences, on close rien. On s'est engagé là-dessus et on n'a qu'une parole et on restera comme ça. Évidemment, il y aura des souscriptions, il y aura des licences, il y aura tout ça. Le développement irait plus vite. Maintenant, est-ce qu'il a besoin d'aller plus vite? Non, il a besoin d'être fait. Donc, on prend le temps. Gilles gère ça très bien. Les technos bougent beaucoup. Les demandes bougent beaucoup aussi. Là, la V3 va arriver. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. On est vraiment dans du soft mûr et éprouvé. Puis la philosophie when it's ready, c'est pas mal. C'est quoi, pardon? La philosophie quand c'est prêt, genre lancer un produit quand il est prêt, et prendre le temps de bien faire les choses. Aujourd'hui, quand on veut tout le temps se précipiter, je pense que c'est une bonne chose.
Dernière question pour toi, Gilles, plus personnelle. Qu'est-ce que ça fait de rejoindre un projet comme OCS et de prendre part activement dans le développement d'un logiciel qui est là depuis bien avant que toi, tu commences ta carrière, quoi? Il y a pas mal d'étapes, hein, parce que c'est pas évident. Bon, déjà, voilà, la transition, elle a amené une transition technique qui fait que quand je suis arrivé, il y avait l'IRC, il y avait les différents. Enfin, par exemple, j'ai eu pas mal de contacts avec Erwan qui m'avait expliqué pas mal de choses. Il était venu en physique, donc on avait pu se rencontrer. Enfin, on va dire qu'il y avait eu un cadre qui m'avait un peu mis en confiance, parce que c'est vrai que de base, on dit bon bah voilà, le soft il existe depuis 15 ans, reprends-le. C'est pas que j'aurais un peu flippé tout seul dans mon coin, sachant que c'était une première expérience pour moi de reprendre quelque chose d'aussi gros. Pour le coup, il y a eu un super accompagnement, donc j'étais déjà un peu plus rassuré. C'est super motivant. Par contre, ouais, toujours un peu flippant. On a toujours peur pas de casser le bébé entre guillemets, mais de faire le mauvais choix ou de pas forcément aller dans la bonne direction. Donc voilà, il y a toujours cette remise en question là qui arrive, mais sinon c'est super motivant. C'est quand on parle du logiciel, enfin je veux dire, tout le monde en a entendu parler. Dès que je parle d'OCS Inventory, peu importe où c'est, les gens connaissent ou ils font référence. Quand on a des contacts qui viennent d'autres pays, juste pour nous dire on a installé cet outil, ça fonctionne bien, on a juste cette question-là. Enfin voilà, la récompense elle est plutôt, on va dire humaine entre guillemets, sur l'aspect voilà communautaire, mais le fait d'avoir autant de retours, c'est super cool quoi. Après il y a aussi un autre truc qui est cool avec OCS, je trouve, le fait que on s'ennuie pas dans le sens où installer 3 OCS différents ne va pas amener à 3 fois la même chose. C'est pas un outil. Alors c'est un outil plug and play, on l'installe, il fonctionne, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des différentes intégrations que j'ai suivies, des développements et tout ça, en fonction du domaine d'activité de l'entreprise, de sa vision, de comment elle se positionne, notamment vis-à-vis de la gestion du parc, OCS va prendre une forme très différente d'une entreprise à l'autre. Du coup, c'est très intéressant, par exemple, intégrer un OCS Inventory dans un domaine industriel ou dans une entreprise classique, type bureau, on va dire, qui fait juste du service ou quelque chose comme ça. On va pas du tout avoir les mêmes besoins, pas du tout avoir les mêmes attentes, et du coup, ça rend l'outil, du fait qu'on est capable de s'intégrer un peu partout, ça nous permet aussi de toucher à des domaines d'activité qui sont aussi très intéressants à comprendre et du coup à explorer, on va dire, par l'intégration d'OCS. J'ajouterais un truc, c'est que plus ça va, plus OCS devient critique en tant qu'outil d'un point de vue sécurité, rapidité de déploiement, réaction à une faille ou réaction à un besoin d'inventaire ou quelque chose. En fait, pendant longtemps, comme tu disais, Walid, ou c'est Divi qui disait ça, tu installes ton OCS, il roupille dans son coin, tu fais une fois l'inventaire de temps en temps, ça roule. Maintenant, qui est autour de la table pour en parler, on gère de la détection de failles, on gère de la détection, on essaye de faire du shadow IT. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, c'est devenu extrêmement critique. En fait. Et de par le télédéploiement, c'est-à-dire que aussi, c'est extrêmement critique aussi de ce point de vue-là, parce que tu veux mettre une merde dans le truc, tu as quand même l'outil idéal pour le faire. Ça passe sous les radars. Donc c'est devenu extrêmement critique et le développement doit être fait aussi dans ce sens-là. Je voulais qu'on reparle rapidement de la version 3 d'OCS. On en a parlé un petit peu, on a commencé à en parler un petit peu avant, mais Gilles, rapidement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur cette version 3? Donc cette version 3, donc déjà d'un point de vue technologique, elle change complètement la donne. Donc c'est-à-dire que on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne en termes de technologie. On va être sur du Python, contrairement à du Perl pour avant, pardon, qui était globalement une technologie un peu vieillissante. On a également des systèmes d'interconnexion qui vont nous permettre de faire des appels par de l'API ou des choses comme ça, donc qui vont faciliter très grossièrement les interactions avec les autres outils, donc les outils tiers. Donc quand quelqu'un voudra venir chercher des informations ou voudra aller en récupérer donc, ou les modifier directement, pourra le faire assez simplement, directement par des interfaces qu'on aura prévues et conçues au préalable. D'un point de vue plus technique, sur la notion d'inventaire en tant que tel, là où on a une grosse évolution, c'est qu'aujourd'hui, dans la version 2, ce qui se passe, c'est que la fiche de route de l'agent, c'est-à-dire que
quand l'agent va initier son inventaire, il va récupérer et il va exécuter un certain nombre de commandes qui sont ancrées dans l'agent et on peut pas modifier ce comportement-là aujourd'hui. Ce qui pose un peu problème parce que si, par exemple, aujourd'hui, on a besoin d'ajouter une information à OCS, dans la 2, on est obligé de passer par le développement et le déploiement d'un module sur cet agent. L'objectif de la 3, c'est de passer toute cette logique-là au niveau du serveur. En fait, les gens pourront eux-mêmes configurer leur propre fiche de route pour ensuite décider ce que l'agent va devoir récupérer. Un cas d'usage qui est assez intéressant, globalement que nous on a rencontré, pas mal, lors de nos différentes intégrations d'OCS, c'est que toutes les entreprises ont besoin d'inventaire, mais la notion même d'inventaire change énormément d'une entreprise à l'autre. Et donc l'objectif de ce modèle-là, c'est de permettre à ces entreprises justement de récupérer les informations qui ont un impact pour la gestion de leur SI. Et est-ce qu'il y a des changements sur le mode de communication de l'agent? Parce que de mémoire, alors peut-être que ça avait changé d'ici là, mais de mémoire, c'était de la communication via des fichiers XML. Est-ce que vous êtes passé à du JSON ou à d'autres choses? Alors du coup, les agents maintenant communiquent, par l'API en fait, qui est l'interface qu'on mettra finalement à disposition à disposition de tous. Donc au final, en fait, l'agent ne fait rien de particulier dans l'envoi des données et en termes de format, on est du coup sur du RESTful standard avec du JSON. OK, super. Est-ce que tu as d'autres choses à mettre en avant, pour les utilisateurs ou les administrateurs? D'un point de vue purement utilisation et administration, on a aussi, rationalisé, et simplifié grandement l'interface. C'est-à-dire que dans la 2, pour ceux qui ont déjà utilisé cette version-là, on peut vite être perdu dans, l'immensité, le nombre de paramètres différents, qui vont globalement avoir un impact extrêmement minime. Aujourd'hui, cette configuration-là, elle a été rationalisée afin que globalement, quelqu'un d'un peu nouveau qui va intégrer, l'application ou l'outil va vite s'y retrouver et cette interface, en plus d'être un peu simplifiée sur la partie configuration, se retrouve beaucoup plus ergonomique, que ce soit au niveau de l'affichage, la consultation, la recherche et même de manière plus globale dans l'ergonomie et la simplicité et le confort d'utilisation. Cette refonte ergonomique, vous l'avez faite tout seul, basée sur les retours que vous aviez? Comment ça s'est passé? Vous avez travaillé avec des gens en externe? Comment vous êtes, organisés? Alors, ce qu'on a fait, c'est que, quand on a commencé à développer cette refonte, on avait, un certain nombre de clients, qui sont même plus des partenaires, qui globalement nous aidaient à faire évoluer l'outil et on leur a proposé un certain nombre de maquettes. L'optique, c'était de pas énormément changer entre la 2 et la 3, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez déjà installé une 2, le placement des menus, il y a énormément de choses qui vont vous parler dans la logique de conception de l'interface. Par contre, là où on a retravaillé, avec les partenaires avec qui on a développé cette refonte, c'est majoritairement les irritants d'usage, c'est-à-dire, la multiplication des clics. Typiquement, un technicien qui veut ou qui accède plusieurs centaines de fois à la même donnée dans une journée parce que, je sais pas, il y a une faille de sécurité et il revient, X fois sur la même recherche, X fois sur, les mêmes machines ou le même groupe de machines, parce qu'il travaille sur un groupe de particuliers sur cette journée-là. On sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu, une usine à clics et toute cette partie-là, justement, le flux même de clics pour arriver à une action, vraiment, probante dans l'application, donc un déploiement, une recherche ou une action sur la machine, se retrouve grandement diminué. Donc on a pris des cas d'usage clients, c'est-à-dire, qui nous ont montré leur flux, de tous les jours. Donc c'est-à-dire, nous aujourd'hui on a, telle chose à faire sur tel groupe de machines, voilà comment on travaille et c'était, bon bah voilà, là, typiquement il faut cliquer 3 fois alors qu'en fait l'information, finalement elle devrait être, en première page, elle devrait être visible, directement. Il y a pas mal de fonctionnalités ergonomiques et voire même de structuration de l'interface qui ont été liées, autour de ces flux, utilisateurs. OK, dernière question là-dessus sur la 3. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du déploiement? Alors oui, le mode de déploiement, a été complètement revu aussi, dans l'optique non pas, de tout changer, c'est-à-dire que d'un point de vue modèle de transmission et transmission des paquets, on est dans la même logique, c'est juste qu'on est, sur, voilà des protocoles de transfert plus modernes et des formats de transfert plus modernes. Mais globalement,
On est maintenant sur un paquet qui fait plusieurs actions. Donc dans la 2, ce qui se passait, c'est que quand on faisait un paquet, ce paquet, c'était une exécution one shot et s'il y avait une action un peu complexe à orchestrer, il fallait faire un script et si ce script plantait, c'était très compliqué de savoir à quelle étape il avait planté sur une machine. Donc en fait, le debug derrière se passait automatiquement sur la machine. Sauf que quand vous déployez sur un parc de 100 000 machines, même s'il y a que 1% d'échecs, 1% d'échecs, ça reste 1000 machines et on peut pas s'amuser à aller sur 1000 machines pour voir ce qui s'est passé. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est 2 choses. Donc aujourd'hui, on peut faire en sorte que le télédéploiement génère des logs et que ces logs soient renvoyés au serveur. Donc on peut consulter les logs d'échecs directement depuis le serveur. Et ce déploiement, au lieu d'être sous une seule exécution d'une seule action, on se retrouve à pouvoir créer un certain nombre d'actions au sein d'un paquet. Ces actions vont être ordonnées et conditionnelles. C'est-à-dire qu'on peut dire, l'action 1, c'est stopper les services. Si l'action 1 elle a échoué, on passe par autre chose. Si elle n'a pas échoué, on passe à une étape 2 qui va faire autre chose. C'est vraiment ça l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'ordonné qui va nous permettre de créer des actions. Et notamment au niveau du logging, c'est plus simple parce que quand un déploiement rentre en échec, on sait quel paquet a échoué, bien sûr, et à quelle action. Maintenant, avant de se quitter, OCS, il a 25 ans. Qu'est-ce que vous retirez de tout ça? Et la première chose que j'aimerais te demander, Didier, c'est quel est ton regard sur l'histoire d'OCS, quoi, et ses évolutions. Comment tu vois de loin maintenant, comment tu vois maintenant les choses après toutes ces années, quoi? Je vais dire que il y a 25 ans, franchement, je pensais jamais écrire un truc qui serait comme ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis très fier de ce qui est devenu le projet, de la manière dont il est mené par FX. Je suis également extrêmement fier et extrêmement content d'avoir rencontré toutes ces personnalités qui ont contribué au projet tout au long, quelles qu'elles soient, y compris nos aimables forkers. Hein. Au final, on a passé des bons moments, on a fait des belles choses. Je suis très content de ça et tel que je le vois aujourd'hui, je pense que c'est un outil qui va continuer encore de longues années à donner beaucoup de services à plein de personnes. Très fier de ce qu'il est devenu, très fier de ce qui a été fait, très fier de ce qu'il est devenu. Je dois dire qu'effectivement, je suis assez admiratif du travail qui a été fait pendant toutes ces années. Surtout se dire qu'au départ, c'était un travail bénévole, quoi. Que finalement, tu as travaillé quasiment bénévolement dessus tout le temps, quoi. La majorité des gens qui ont travaillé là-dessus bénévolement ou dans le cadre d'un projet spécifique. En termes de financement, ça a été peanuts. Pour l'association OCS Inventory NG, il y a eu 3 000 € pour les victoires des Trophées du Livre en 2006. Et quand on a mis en place les dons sur, alors je sais plus si c'était SourceForge, ouais, c'était SourceForge à l'époque où il y avait les dons. Voilà, si on a récolté 80 € ou 100 € en totalité, voilà, c'est pas avec ça qu'on aurait pu vivre. Voilà. Mais voilà, donc c'est l'investissement de sociétés comme FX qui a permis de faire en sorte que le logiciel devienne ce qu'il est et qu'il continue de perdurer. J'allais vous demander de partager une expérience marquante autour de OCS. Bon, vous avez déjà donné quelques exemples. Je ne sais pas si Gilles ou François-Xavier, vous avez une expérience marquante, ou même d'ailleurs Didier, vous avez une expérience marquante que vous voulez partager. Didier, tu as parlé tout à l'heure de la Banque du Brésil. Je voulais rajouter quelque chose au propos de Didier. En ce moment, on parle beaucoup de souveraineté et de revenir reprendre les brènes et on fait des choses. Ça fait 25 ans que ça fonctionne. Ça fait 25 ans que c'est open source. Ça fait 25 ans qu'une société peut fonctionner. Ça fait 25 ans qu'on fait des inventaires. C'est pas la preuve que ça peut fonctionner. Ben oui, ça fonctionne. Il suffit juste d'avoir les gens intelligents, avec le cerveau bien fait, avec les valeurs qu'on garde jusqu'au bout. Et ça marche. Donc si on est capable de le faire pour ça, on peut le faire pour tout le reste. Ah, tu m'as piqué ma conclusion. C'est ce que je voulais dire en conclusion, tu vois. Non, mais c'est un vrai sujet, tu vois. Et moi, ça me touche quand je dis ça parce que, comme Didier qui pensait pas au bout du compte, enfin, au tout début que ça donnerait ça. Moi, quand je suis arrivé en cours de route, je pensais pas que ça donnerait ça. Et au bout de 25 ans, bah oui, ça donne ça. Et des vrais sujets en ce moment de sécu, de souveraineté, de gouvernance, des jeunes qui peuvent contribuer. Tu vois, des jeunes, ils peuvent contribuer. Donc ça marche. On a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Moi j'ai un truc. En fait, l'expérience, en fait, ça a été les premières rencontres OCS à Nantes où on s'attendait à avoir 4 Pékins qui viendraient voir
Voilà, on avait réussi à dégoter une petite salle à l'université de Nantes là pour faire notre truc. Et on s'est retrouvés, donc on avait préparé ça bien évidemment autour d'un verre de bière, c'est-à-dire qu'on n'avait rien préparé. Et on s'est retrouvés à passer une journée extraordinaire avec des gens des utilisateurs qui étaient là, voilà, et il y en avait au moins une cinquantaine ou une soixantaine. On s'attendait pas du tout à ça, à avoir autant de monde, et on a passé une super journée à échanger avec eux sur leurs problématiques, sur leurs souhaits. Voilà, c'est un moment qui m'a marqué. Ma toute dernière question avant de vous laisser la parole pour chacun pour une conclusion, c'est il y a un truc que j'aime beaucoup mettre en avant, surtout à l'heure de l'IA, c'est le temps long, quoi. Ça fait 25 ans que vous êtes là. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, un peu, enfin, tu en as parlé un peu tout à l'heure, Gilles. Quel est votre rapport au temps quand on développe un logiciel qui est là déjà depuis 25 ans? C'est pas évident. Alors la question est vraiment pas simple pour le coup. Je pense vraiment que c'est propre à chacun. Moi, de ma vision, c'est surtout que au final, avoir une vision, pas forcément courir pour être le plus performant à l'instant T ou être forcément le logiciel avec le plus de fonctionnalités. Je pense pas que ce soit ça qui amène un outil à être vraiment sur le long terme, mais plutôt une notion de stabilité et de vraiment garder ses valeurs sur le long terme. Donc, je pense qu'il y a une histoire que le fait d'avoir un temps long sur un produit, ça lui amène une certaine maturité forcément, et cette maturité fait qu'il va être beaucoup moins sensible aux changements et aux impacts qu'il peut y avoir potentiellement sur le marché. Ça veut pas dire qu'on doit pas s'adapter, ça veut juste dire l'outil a déjà vécu tellement de changements dans sa vie qu'en fait on est techniquement plus à un changement près dans sa vie. Eh ben, concluons alors, après cet échange riche, et plein d'émotions pour moi. Je vais vous laisser un mot de la fin, si vous voulez faire passer un mot, si vous voulez faire passer un mot aux auditrices et aux auditeurs, un message aux auditrices, aux auditeurs du podcast Projet Libre. François-Xavier, à toi l'honneur. Apprenez à coder. Vous allez coder un petit peu, mais comprenez ce que vous codez. Contribuez à des projets open source. Rencontrez les gens des communautés. Peu importe où ils sont, peu importe qui ils sont. On a cette faculté, je pense, en France, à faire de la magie dans l'open source. Réellement, moi, je suis convaincu de ça. On a le power là-dessus. La preuve, on a des projets open qui sont incroyables. On a OCS, on a VLC, on en a mais plein, en fait. Donc, faut y aller. N'hésitez pas. Vous aurez toujours un développeur de FactorFX, un développeur d'OCS. On a réussi à garder, et c'est ça aussi qui est important, ce que je voulais dire tout à l'heure. Il faut garder la magie, il faut garder le truc qui nous anime depuis si longtemps et qu'on a réussi à faire passer aux jeunes générations. Gilles, c'était pas un Terminator programmé pour faire de l'open source. Mais en fait, on l'a intégré. Et puis, je crois qu'il kiffe bien sa vie de développeur et de développeur. Donc ça, c'est aussi une fierté. Je pense que Didier, il est d'accord avec moi là-dessus. On a réussi à passer la main aussi. C'est ça qui est génial. Voilà, j'arrête. Tout le monde doit pleurer. Gilles, ton mot de la fin. Je me suis un peu fait piquer ma conclusion par FX. Alors, pas aussi. Je vais piquer les conclusions de tout le monde. Pas aussi belle, hein, mais juste si, je suis pas contribué que à OCS depuis que je fais de l'open. Si un jour vous hésitez ou qu'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast qui hésite, à potentiellement contribuer, vraiment foncez parce que c'est une super expérience. Toutes mes contribs open, qu'elles soient, j'ai tout fait, de la trad, des rapports de bugs. J'ai vraiment fait un peu de tout. Et je trouve ça super enrichissant. Vraiment, les communautés en général sont sont même extrêmement bienveillantes. Donc, si vous trouvez trouver un soft auquel contribuer, c'est vraiment une expérience qu'on peut vraiment pas décrire. Et il y a vraiment pas de temps de perdu là-dedans. C'est vraiment une super aventure. Et ça permet de trouver du taf de manière royale. C'est la voie royale pour trouver du boulot. C'est ça qu'il faut. Didier, ton mot de la fin. Quoi dire après tout ça? Mais c'est vrai que en fait contribuer, voilà, parce que contribuer, c'est effectivement permettre de faire des outils qui peuvent perdurer. Mais c'est aussi rencontrer des gens extraordinaires. Je le redis encore, mais voilà, c'est rencontrer des gens extraordinaires parce que les gens qui sont dans l'open source, la quasi-totalité, c'est des gens qui vraiment ont un esprit très ouvert
et très bienveillants et qui sont vraiment des belles personnes à voir. Voilà. Donc voilà, c'est bien de contribuer, mais on y fait des très très belles rencontres. Et c'est encore mieux quand c'est autour d'une bière. Et c'est encore mieux quand c'est autour d'une bière. C'est ce qu'il faut retenir de cet épisode. Moi, je vais faire ma conclusion aussi. C'est une grande émotion d'avoir Didier autour de la table, parce que ça fait un certain temps qu'on discute de cet épisode avec OCS, et j'avais dit, d'accord, mais il faut qu'il y ait Didier autour de la table. Ça me semblait super important, parce que d'abord, moi, j'avais pas toute l'histoire du projet et tout, et je voulais vraiment qu'il soit là pour en parler, donc ça me fait très très plaisir. Puis je suis retombé un peu dans des choses que j'avais un peu oubliées et tout, ça fait toujours quelque chose, quoi. Je me rappelle maintenant de ces soirées autour de bière à discuter, enfin bref, plein de trucs. Ou d'autres soirées qu'on m'a racontées autour de bière auxquelles j'étais pas là aussi. Moi, ma conclusion, je dirais que à l'heure de l'IA où il faut coder vite et où on se demande ce que l'humain va continuer à faire sans vouloir empiéter sur des futurs épisodes de mon compère Raphaël dans le podcast, mais à l'heure de l'IA, on peut tout coder vite et qu'on est des surhumains. Et ben des gens qui sont là, des communautés, des gens qui se parlent, qui vont boire des bières. En fait, c'est ça l'open source. En tout cas, tel que nous on l'a connu, c'est ça l'open source. Et moi, j'y crois vraiment, et j'espère que ça va rester comme ça et qu'on aura d'autres projets comme ça qui sont là depuis 25 ans et qui seront encore là pour des années et sur lesquels on peut compter. C'est super important, voilà. Donc dans le podcast, on en a parlé déjà. Et on va continuer parce que voilà. Un, c'est l'histoire, il faut la raconter. Et puis deux, c'est hyper important de voir que les projets ils sont là, ils évoluent, ils sont réécrits et tout, et que ça fait partie du cycle des choses, quoi. Voilà. C'était ma conclusion. Merci beaucoup à tous les trois. J'étais vraiment ravi de vous avoir. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, si vous connaissez pas OCS, je vous invite à regarder. L'histoire est très riche. Encore une fois aussi, d'ailleurs, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que pour préparer cet épisode, bien sûr, j'ai recherché mes sources. Et comme d'habitude, les seules sources qui restent de toute cette époque, c'est LinuxFR. Et donc, résultat, ça a vraiment du sens que Projet Libre soit devenu le podcast de LinuxFR. Partagez cet épisode, regardez OCS, et puis écoutez tous les trois. J'espère un jour avoir l'occasion de vous recroiser autour d'une bière pour parler du bon vieux temps et de l'avenir d'OCS et de l'avenir de l'ITSM. Voilà. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci Walid. À bientôt. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA, retrouvée sur kptn.org. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous soutenir en suivant le lien dans la description de l'épisode.